lister simplement quelques outils qui pourraient être utiles, qui pourraient être utilisés là, tout au long de l'apprentissage, justement pour faciliter pour faciliter ou pour développer cette pratique-là davantage là, auprès des enseignants. Le premier outil, c'est celui que les enseignants ont en main, soit le guide d'apprentissage. Bon, on peut être pour, contre, mitigé par rapport à l'utilisation des guides d'apprentissage, mais ça reste quand même un incontournable là, actuellement dans la pratique des enseignants. Qu'est-ce que l'enseignant peut faire avec son guide d'apprentissage en lien avec l'évaluation ou la rétroaction? En fait, on peut prendre certains éléments de ce guide-là puis se dire comment il peut nous aider justement à mieux évaluer les élèves ou à amener les élèves à s'auto-évaluer. Donc, quand je parle de la table, quand je nomme ici la table des matières, c'est un exemple qu'un prof de maths donnait dans une formation. C'est que lui, l'élève, à la fin du cours, quand l'élève a complété son cours, il demande à l'élève d'aller lire sa table des matières, de prendre un marqueur fluo, puis d'écrire en fluo ce qui n'a pas de sens pour l'élève, les notions pour lui ne font pas de sens, qui ne représentent absolument rien dans sa tête, pour lesquelles il y a pas de concret autour de ça. Donc, d'amener l'élève à s'auto-évaluer à partir juste de la table des matières pour voir est-ce que ces connaissances-là, est-ce que les savoirs qui sont nommés là, est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que c'est parlant pour l'élève? Donc, à partir de ce moment-là, juste cette table de matières-là devient un outil intéressant pour amener les élèves à s'auto-évaluer. La plupart des guides d'apprentissage, surtout ceux de la FBC, comportent des résumés ou des bilans de fin de chapitre ou des évaluations de mi-parcours. Alors, des fois, c'est escamoté. Ce sont selon nous des éléments importants là, déjà à la portée des enseignants, à la portée des élèves, sans nécessairement ajouter des outils ou ajouter d'autres éléments. Alors, on peut dire à l'élève, écoute, va faire ton résumé, le résumé de ton chapitre, va faire le bilan de fin de chapitre, essaie de nommer ce que tu as appris. Parce qu'à partir du moment où l'élève est capable de nommer ce qu'il a appris, il est dans un processus d'auto-évaluation. Et naturellement, des évaluations de mi-parcours là, pourraient guider l'élève là, sur ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, justement pour la suite des choses. Alors, c'est probablement le premier outil le plus simple à utiliser, soit le guide d'apprentissage. Il y aurait probablement d'autres idées, entre autres en français. Là, un autre exemple qui est ressorti, bon, des fois, les élèves font les productions écrites dans les guides, des fois, ils les font sur papier, mais bon, prenons en considération qu'il le fait dans un guide d'apprentissage. Un exemple qui est donné aussi, c'est que l'élève, il fait sa production écrite, bon, il applique ses stratégies d'autocorrection. Par la suite, lorsque terminé, l'enseignant corrige son texte. Une fois que son texte est corrigé, on peut demander à l'élève de regarder les corrections de l'enseignant, puis d'essayer de nommer c'est quoi les trois éléments avec lesquels l'élève a eu le plus de difficultés. Est-ce qu'il est capable de nommer, à partir des corrections de l'élève, avec quoi il y a eu de la difficulté dans ce texte-là? Naturellement, c'est un travail qui se fait de concert avec l'enseignant. Et une fois qu'il les a nommés, on peut demander à l'élève de les écrire à la fin de sa production écrite. Écris-moi les trois éléments sur lesquels tu as eu de la difficulté. Alors, lorsque l'élève, après ça, arrive dans sa deuxième ou sa troisième ou une autre production écrite, une autre pratique de production écrite, un peu plus tard dans son cheminement, avant de procéder à l'écriture de son texte, l'enseignant peut dire à l'élève, regarde, va voir ta production écrite, va voir les trois éléments sur lesquels tu as eu de la difficulté et sur lesquels auxquels tu devrais tenir compte dans ta prochaine production écrite. Donc, ça, c'est un élément qui peut être intéressant là, sans nécessairement encore là déployer des nouveaux outils en classe, à partir desquels les élèves peuvent se baser pour s'évaluer, pour s'auto-évaluer, ou que l'enseignant peut utiliser pour évaluer la progression de ses élèves. Euh, bon, un autre outil que les élèves traînent souvent avec eux en classe, soit un cartable. Alors, un cartable, naturellement, c'est l'élément assez simple pour garder des traces. On peut dire aux élèves de conserver tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils écrivent, tous les exercices supplémentaires, parce que si on veut que les élèves s'auto-évaluent, ou si on veut évaluer tout au long de l'apprentissage, il faut le faire à partir des traces que l'élève va donner, va garder. C'est sûr que les exercices qu'il fait dans son cahier, ce sont des traces, mais ce ne sont pas nécessairement des traces qui vont nous parler de ses stratégies, sur le comment faire, sur comment il s'y prend pour faire des trucs, ou quelle est la représentation qui se fait de certaines notions. Si on lui demande de faire des résumés, puis de garder ses résumés dans son cartable ou dans son cahier, donc ça va nous donner des indices, puis ça va donner des indices à l'élève aussi, justement pour qu'il puisse s'auto-évaluer. Naturellement, les grilles, hein, ça, c'est un incontournable, des grilles d'évaluation des cours, soit sur les compétences polyvalentes ou disciplinaires, soit par rapport aussi aux attentes de fin de cours, donc aux critères, donc pour amener l'élève à s'auto-évaluer.
Alors, le prof peut construire lui-même ses grilles à partir justement de ces éléments-là. Je sais aussi que Martin Francaire du Récit national propose un atelier où il propose 3 modèles où il y a des grilles justement d'évaluation. Donc, il y a des outils qui existent déjà dans le milieu là, qui pourraient être utilisés pour faciliter justement l'auto-évaluation. Donc, un outil qui est vraiment intéressant, bon, qui n'est pas encore beaucoup utilisé en FGA, un peu plus au secteur des jeunes, ce sont les fameux idéateurs ou les cartes d'organisation des idées. Donc, naturellement, ça permet de garder des traces, ça permet de faire des synthèses, ça permet de faire des résumés, ça permet de prendre des notes, ça peut être aussi une façon de faire un plan. Donc, c'est un outil intéressant qu'on peut garder dans un cartable pour justement faire un résumé, pour faire de l'auto-évaluation, pour que l'enseignant puisse voir où est-ce que l'élève s'en va avec, comment il comprend, comment il conçoit ses apprentissages. Bon, Daniel nous dit que c'est de plus en plus populaire dans la région Chaudière-Appalaches, ce genre d'outils-là. Ce sont des outils qui peuvent être papier, crayon simplement. Là. Nous, dans le centre où je travaillais, on utilisait vraiment des feuilles 11-17, des crayons en couleur pour amener les élèves à travailler avec des idéateurs. Ou sinon, on peut le faire à l'ordi, en version électronique. En la Chaudière-Appalaches, vous le faites à l'ordi principalement? Donc, il y a différents outils qui existent. Il y a des outils gratuits, il y en a d'autres il y a des solutions payantes. Donc, ça, faudrait, si les enseignants qui sont intéressés à aller plus loin, ou moi, je pourrais vous donner quand même aussi certaines références. Bonjour, j'avais un commentaire à faire. D'abord, ici, je voulais juste souligner qu'on participe à trois. J'ai deux enseignants qui participent avec moi. Il y a Natalia et Sylvain. OK? Donc, on n'est pas seulement que 9 participants, on est 11. Alors, bien. Le commentaire que je voulais faire par rapport au réseau de concepts, c'est que si on amène l'élève non seulement à en utiliser, mais à les créer, le cheminement finalement qui mène au résultat final, là, qui est le schéma, le cheminement lui-même offre une grande opportunité pour l'élève d'apprentissage, notamment sur les liens qui sont possibles de faire entre les concepts eux-mêmes, les concepts qui sont étudiés dans les sigles. Je pense que ça, les liens à faire entre les concepts, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de créer un espèce de filon conducteur et puis de rassembler tout ce qui est appris, qui autrement souvent est compartimenté dans l'esprit des élèves. Puis souvent, ils ont de la difficulté à voir le lien entre les notions. Moi, je travaille surtout en mathématiques, là, mais ça peut être le cas aussi dans d'autres matières. Donc, le réseau de concepts, moi, je pense que c'est intéressant encore plus si on amène l'élève à le travailler. Donc, ça peut s'apprendre. L'enseignant peut travailler avec les élèves à leur enseigner à en faire des réseaux de concepts. Si les élèves ensuite, une fois qu'ils ont un peu d'expérience, le travaillent en sous-groupe, en petites équipes, ça peut devenir quelque chose d'absolument intéressant pour justement là, résumer des concepts, mais aussi par rapport aux liens. Ça fait que le travail de fabrication ou de production est intéressant, puis le produit fini, ben ça permet ensuite, ça devient un outil de révision. Voilà. Tout à fait, Sophie. Puis d'autant plus que dans un environnement de construction des savoirs, là, où bon, justement, on amène l'élève à faire des liens entre différents éléments, à rattacher ses connaissances les unes aux autres, ses savoirs. Donc, c'est vraiment un outil puissant. Puis, comme Daniel le précise aussi en français, c'est un outil de remue-ménage. C'est un outil aussi pour faire des plans, pour résumer un texte. Bref, c'est vraiment un outil puissant. Et plus les élèves en font, et meilleurs ils sont aussi, et plus beaux sont les idéateurs qu'ils produisent. Donc, c'est vraiment, 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 là, à mon avis, un incontournable là, dans une approche par compétence, dans un environnement de construction des savoirs. Aussi, qui est un ajout, par contre, c'est important de le dire, c'est un ajout à la pratique des enseignants. Donc, c'est euh, c'est le portfolio ou le journal de bord ou le journal d'apprentissage. Alors, naturellement, il permet de garder des traces. Ça permet vraiment de suivre la progression des apprentissages. On ne garde pas nécessairement tout dans un portfolio ou dans un journal d'apprentissage ou un journal de bord. Naturellement, il faut prendre ce qui témoigne en fait de la progression de l'élève. Et naturellement, c'est un outil puissant pour s'auto-évaluer. C'est un outil intéressant pour que l'enseignant puisse suivre ses élèves.
Nous, en FGA, on peut utiliser le portfolio à des fins d'apprentissage, d'aide à l'apprentissage. On ne peut malheureusement l'utiliser pour des fins de sanction, parce qu'on sait que la sanction est déterminée par une situation d'évaluation à la fin. Par contre, comme je disais, c'est un outil extraordinaire là, en apprentissage. Je l'ai mis quand même comme étant un outil. C'est pas vraiment un outil, la coopération, sinon c'est une stratégie d'enseignement qui est intéressante parce que si on veut favoriser la coévaluation entre les élèves, hein, si on veut favoriser les échanges pour amener les élèves à se prononcer ou à interagir ensemble à propos du travail de l'un ou de l'autre, ben, ça prend nécessairement un esprit de coopération dans une classe. Donc, il faut favoriser la coopération comme moyen d'enseignement ou stratégie d'enseignement pour justement favoriser la coévaluation. Naturellement aussi, le questionnement métacognitif, c'est important. Tout l'aspect métacognition, de toute façon, là, est vraiment présent en évaluation en aide à l'apprentissage parce que si on veut amener les élèves à s'auto-évaluer, naturellement, il faut les outiller, il faut les amener à se questionner. Donc, c'est aussi un incontournable là, pour faire de l'évaluation tout au long de l'apprentissage. Je vous présente en conclusion, puis après ça, je reviendrai un petit 2 minutes s'il y en a qui veulent se prononcer. Un petit vidéo qui a été produit sur YouTube sur l'évaluation. Naturellement, c'est une vidéo qui a été construite au secteur jeune, donc il faut tenir compte que c'est au secteur jeune, mais ça présente quand même certains concepts de l'évaluation. Ça vient un petit peu résumer, pas juste un peu, mais ça vient résumer un peu la démarche que je viens de vous proposer.
Alors, il y a une bibliographie des documents qu'on a utilisés pour la présentation. Il y a aussi un texte qui est très intéressant de Roch Chouinard qui s'intitule Évaluer sans décourager. Alors, c'est vraiment un incontournable sur l'évaluation. Des pistes d'intervention pour planifier l'évaluation, un petit peu des trucs que je vous ai nommés. Ici, j'ai mis l'annexe d'un document qui vient du ministère de l'Éducation du Manitoba où on présente une vue d'ensemble de la planification de l'évaluation. Donc, c'est intéressant parce qu'on présente ça en trois volets. L'évaluation au service de l'apprentissage, donc en aide à l'apprentissage. L'évaluation en tant qu'apprentissage, donc plus comme dans un aspect métacognitif. Puis l'évaluation de l'apprentissage, soit la sanction. Je vous propose aussi des questions clés pour solliciter les stratégies métacognitives des élèves. Puis, 7 clés là, pour une régulation efficace des apprentissages. Là, je lance ça rapidement parce que j'ai terminé ma présentation, puis j'en ai une autre à commencer. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des petits commentaires qui ont des commentaires à donner ou à ajouter. Oui, vous pouvez avoir accès à ces documents-là. Euh, ils seront disponibles là, sur la zone là, de l'après-cours. Il y a un dossier qui est zippé. Alors, vous pouvez prendre ce dossier-là puis le télécharger. Ben, merci à vous. Bonne fin de journée.